Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous et de retrouver quelques collègues que j'ai eu l'occasion de faire connaissance lors de mes séjours en France. Je remercie spécialement au comité d'organisation du séminaire international, notamment à Christina Nisoli et à Marcus Kamen, l'opportunité d'intervenir aujourd'hui par visio. J'espère que vous m'écoutez et que je puisse me faire comprendre. Je vais partager, comme Christina a dit, mon écran pour faciliter la communication. J'espère que ça marche. La recherche que je vous présente, comme Christina a déjà dit, elle est partagée, elle est en train d'être réalisée avec mes collègues, le de Patricia. Patricia Tropia est ici avec nous, en ligne, et nous sommes en train de développer cette recherche. Donc, elle est née de la confluence de deux préoccupations, l'une concernant la croissance du travail précaire au Brésil, comme ailleurs, et l'autre concernant la manière dont les travailleurs qui se trouvent dans ce type d'occupation s'organisent. En ce sens, elle s'inscrit dans le sillage d'un travail antérieur que j'ai réalisé avec notre collègue, José Dari Krain, qui a paru Chronique internationale de l'IRES, numéro 160, si je ne me trompe pas, et qui parlait sur les obstacles à la revitalisation syndicale au Brésil. Et dans ces papiers, nous avions constaté les difficultés d'organisation et de mobilisation des travailleurs qui n'ont pas de relations d'emploi salariés. Donc, ils sont soi-disant indépendants. Et on aussi parlait de travailleurs qui sont les plus exposés aux formes d'emploi précaires au Brésil. Donc, l'objectif de ces papiers que je vous ai envoyés est de discuter l'organisation des travailleurs précaires en mettant l'accent sur la pluralité des formes d'organisation, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles ils ne s'organisent pas forcément en syndicat. L'histoire du mouvement ouvrier nous montre que la forme syndicale n'a pas toujours été le modèle d'organisation adopté. Il y a d'autres formes associatives comme les mutuelles, les coopératives, les associations. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce que je vais souligner est qu'il ne s'agit pas d'un phénomène tout à fait nouveau, mais d'un phénomène qui réapparaît dans un contexte différent après la prévalence du syndicalisme comme forme d'organisation typiquement ouvrière tout au long du XXe siècle. Cet objectif se décline en deux questions qui sont présentées sur la diapositive. Je vais juste expliquer que nous sommes attirés par l'existence des associations qui émergent en concurrence avec les syndicats et nous avons choisi comme étude de cas les coursiers qui sont, comme vous le savez, une catégorie dont l'importance et la visibilité sociale se sont accrues après la pandémie de COVID-19. Donc, l'idée est d'examiner les interactions, les tensions et les contradictions entre trois organisations, se concentrant sur leurs similitudes et les différences. Et nos référents empiriques sont les syndicats de coursiers et motoboys de São Paulo, qui a été créé aux années 90. L'association des coursiers à moto par appli et autonome du Brésil, qui a été créée en 2018 par un ancien délégué syndical du syndicat de Sindimoto. Et malgré ce nom, la base de cette association est São Paulo, c'est pas national. Et les livreurs antifascistes, c'est un mouvement qui a émergé à São Paulo pendant la pandémie en 2020. On a, comme méthodologie, on a fait des entretiens profondeurs en 2021 et 2022 avec des leaders de ces organisations, l'analyse des documents et d'intervention publique de ces leaders qui sont très médiatisés.
Et juste pour indiquer quelques données sur le travail des coursiers, je vous présente des données de l'Institut brésilien des statistiques qui a développé une enquête l'année dernière. Et à partir d'une enquête par sondage auprès des ménages, que c'est la PNAD, et cette enquête a estimé un contingent de 338 000 personnes de cette occupation au Brésil. On n'a pas de données isolées pour São Paulo, mais c'est la région avec une plus grande concentration des coursiers. Et sur ce total, 50, plus de 50% travaillaient via des applis de livraison, tandis que 49% ne le faisaient pas. Donc, il y a plus de livreurs qui utilisent des applis que de livreurs qui ne l'utilisent pas. Et en plus, les enquêtes indiquent une prédominance des jeunes, de 70% de moins de 40 ans, la prédominance des hommes, hein, plus de 90%, et une majorité de travailleurs noirs. Il y a tout un débat sur l'informalité et sur la précarité au Brésil que je ne pourrais pas reprendre ici. Mais avant de poursuivre la présentation, je pense qu'il est important d'expliquer brièvement pourquoi nous utilisons des notions différentes, hein, informelles et précaires. L'informalité est due à l'absence de contrat, c'est-à-dire c'est un travail non déclaré, tandis que la précarité se manifeste aussi parmi les salariés formels qui perçoivent de bas salaires, sont soumis à des niveaux élevés de turnover, sont souvent soumis à la sous-traitance et effectuent des activités qui exigent de faibles qualifications professionnelles. Les précaires peuvent travailler dans la formalité ou dans l'informalité. L'informel n'a pas de droits, les précaires ont des droits réduits par rapport aux non précaires, même s'il est possible de percevoir un processus de précarisation, c'est-à-dire un processus d'institutionnalisation de l'instabilité et de l'insécurité qui affecte également le secteur auparavant protégé. Les travailleurs des plateformes sont à la fois informels, ils sont considérés indépendants, même si la discussion sur son statut est encore en cours au Brésil, et précaire. Cela dit, on reprend la question de la recherche et les hypothèses qu'on propose pour la répondre. On soutient que les précaires ne sont pas inorganisables, mais la fragilité des métiers rend la syndicalisation difficile. Donc, je parle maintenant sur les obstacles structurels à la syndicalisation des travailleurs précaires au Brésil. Il est possible d'identifier deux types d'obstacles, structurels et conjoncturels. Et parmi les structurels, on pointe l'hétérogénéité historique du marché du travail, étant donné l'informalité, les contrats précaires. Les taux d'informalité au Brésil, elle se situe autour de 50% des occupés. Ça varie selon la période, mais c'est à peu près autour de ce chiffre-là. Un autre facteur, c'est la structure syndicale corporative qui continue à organiser les syndicats au Brésil. Cette structure favorise la fragmentation des syndicats. On a plus de 12 000 syndicats de travailleurs enregistrés auprès du ministère du Travail. C'est les chiffres de novembre 2023. Et c'est une structure qui stimule aussi la bureaucratisation des organisations. Elle stimule la pulvérisation des travailleurs d'un même secteur ou d'une même profession en différentes catégories professionnelles. L'organisation des travailleurs, elle est liée à l'activité prédominante de l'employeur. Cela empêche, par exemple, les salariés sous-traités d'être légalement représentés par les syndicats qui représentent les travailleurs directement embauchés par l'entreprise donneuse d'ordre, même s'ils exercent des activités similaires sur le même lieu de travail, sauf si l'activité économique de deux entreprises est la même.
Cette règle conduit non seulement à la division, mais aussi à un conflit entre les syndicats sur la représentation des travailleurs sous-traités. Un autre facteur est le monopole de la représentation qui caractérise cette structure et qui empêche la concurrence au sein d'une catégorie professionnelle, mais non entre syndicats de catégories différentes. Par exemple, la représentation des coursiers à moto est disputée entre les syndicats d'employés des bars, hôtels, restaurants, ceux des pharmaciens et d'autres encore en fonction de la nature de l'activité économique de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Je peux mieux expliquer cela pendant le débat si vous voulez. Un autre aspect est que les syndicats représentent fondamentalement les salariés formels. Il y a une croyance assez répandue selon laquelle les travailleurs informels et indépendants n'ont pas les droits de se syndiquer. Et malgré cela, ils s'organisent. Une partie de la littérature soutient que les travailleurs précaires et sans emploi au Brésil sont représentés par ce que René Murillo a nommé des mouvements d'urgence, tels que les sans-terre et les sans-abri, ou s'organisent, comme on voit dans notre cas, dans les associations et pas dans les syndicats. Et enfin, on peut évoquer les faibles taux de syndicalisation qui diminuent dans les contextes défavorables. Et si l'on considère le nombre total de travailleurs employés, il y a une baisse significative du taux de syndicalisation entre 2012 et 2019 et encore plus grande en 2022 et on est maintenant au-dessus de 10% de syndicalisation. Et il faut signaler que le taux de syndicalisation est assez plus faible chez les travailleurs précaires. Je passe, ne marche pas. Aux obstacles conjoncturels à la syndicalisation de travailleurs précaires. En ce qui concerne cet aspect, je vais passer rapidement en revue parce que il s'agit des aspects qui vous sont plutôt familiers. Nous subissons une offensive néolibérale après 2015 qui comprend deux réformes importantes. La réforme du Code du travail en 2017, une réforme qui a intensifié l'insécurité de l'emploi, a affaibli le pouvoir de négociation des syndicats et a limité les formes de financement des organisations syndicales. On a la réforme des pensions en 2019 et bon, ces deux réformes et les mouvements de marché du travail ont déclenché une plus grande hétérogénéité contractuelle qui vient s'ajouter au travail à distance, la croissance du travail de plateforme, et tout ça contribue à la dissolution d'une identité de travailleurs salariés. On a une grande illusion d'autonomie et de liberté associée au travail dit ubérisé, même si les expériences de travailleurs provoquent des changements importants et on observe ça dans notre cas. On a aussi une crise économique avec une hausse du chômage et de la précarité depuis 2015, une crise politique avec la montée de l'extrême droite, des gouvernements conservateurs et autoritaires. Et maintenant, on est dans une nouvelle phase avec le troisième gouvernement de Lula, mais jusqu'à 2022, on a eu une très grande crise politique, comme vous le savez. Et la pandémie, la crise sanitaire a ajouté des nouveaux problèmes sur ces scénarios. Donc, on a un chevauchement de crise qui difficulte l'organisation. Par rapport aux conditions de travail et formes d'organisation collective dans le secteur de la livraison à São Paulo, on voit que aux années 80, les motoboys étaient embauchés directement par les entreprises. Les motoboys sont ces travailleurs qui font des petites livraisons et qui existaient depuis longtemps en faisant des livraisons des documents, notamment des documents et des petits colis pour les bureaux. Et des livraisons des marchandises n'étaient pas assez répandues à ce moment-là. Aux années 90, on vérifie un processus d'externalisation généralisée de cette activité
et ils sont embauchés comme travailleurs indépendants en tant que personnes juridiques ou micro-entrepreneurs individuels, hein, ou sont sous-traités par des petites entreprises de manière formelle ou informelle, hein, donc déclarés ou non déclarés. Et à ce moment, est créé le premier syndicat pour organiser ces travailleurs à São Paulo, le Sindimoto. Aux années 2000, ces travailleurs luttent pour réglementer la profession des coursiers à moto, qui a été finalement reconnue en 2009. Et à partir de 2014, l'arrivée des applis intensifie la précarité. Elle crée une différenciation des conditions de travail et de l'identité professionnelle. On retrouve différentes appellations telles que motoboys, livreurs, coursiers. Et les conditions de travail des motoboys sous contrat formel sont meilleures que celles des travailleurs informels et indépendants parce qu'ils ont des horaires fixes, un salaire plancher, des bons de repas, panier alimentaire de base, ils ont un prime de risque de 30%, des assurances vie et accidents, ainsi qu'une somme pour couvrir les frais d'entretien de la moto, qui est son outil de travail. Les Sindimoto, comme je dis, c'est le premier syndicat. Il est affilié à l'UGT, qui c'est une centrale syndicale avec un profil politiquement modéré, conservateur, selon les classifications qu'on fait par rapport au courant syndical qui existe au Brésil. Et la stratégie de cette centrale UGT est ciblée sur le secteur négligé ou relégué au second plan par les autres centrales. Donc, elle a beaucoup grandi en essayant d'organiser ces secteurs. Les syndicats représentent principalement les formels, qui sont pour la plupart sous-traités, mais cherchent également à intégrer les informels, les indépendants, hein, entre guillemets, dont le nombre grandit. Et depuis 2015, les syndicats promettent des campagnes contre les plateformes et cherchent à représenter les coursiers, mais il n'y a pas de correspondance entre la catégorie professionnelle représentée par les Sindimoto et la catégorie économique des applis. Les applis se définissent comme des entreprises de technologie et pas de transport. Et là, on voit les limites de la structure syndicale. Un autre problème qui difficulte la représentation de ces travailleurs par les Sindimoto est la résistance provoquée par la position que les syndicats proposent par rapport à la relation de travail. Il défend, il soutient la reconnaissance de la CLT, du Code du travail. Hein, et c'est pas une position consensuelle parmi les coursiers. C'est une des raisons qui peut expliquer les rejets du syndicat et ça peut exprimer de la part des coursiers un désir de liberté et d'autonomie renforcé par l'idéologie de l'entrepreneuriat ou également être le résultat d'une mauvaise expérience des travailleurs en matière d'emploi formel au passé, avant de devenir coursier. Donc, c'est un des motifs qui peut expliquer la création d'associations telles que la MABR, sur laquelle je vais parler dans la suite. Mais avant de parler de la MABR, il faut juste dire qu'en tant que syndicat, les Sindimoto négocient avec les entreprises et agit aussi sur le plan institutionnel. Il dépose des plaintes auprès du procureur du travail. Il saisit les tribunaux et tente régulièrement d'intervenir dans la formulation des projets de loi visant la réglementation du secteur. Dans le cas de la MABR, cette association, elle est créée pour s'opposer à la CLT. Elle estime que la CLT impose un système rigide qui ne correspond pas aux souhaits des livreurs. Les travailleurs ne voulaient pas devenir CLT. C'est l'expression qu'ils utilisent. C'est-à-dire, ils ne veulent pas avoir les registres de travail, les registres qui donnent accès aux droits assurés par la législation.
Il voulait être donc indépendant selon cette conception. Et cela veut dire qu'il préfère être dans l'informalité, même si l'informel n'a aucun droit. Et l'alternative qu'ils ont de se régulariser dans la condition de travailleur indépendant et cotiser à la sécurité sociale est de s'inscrire en tant que micro-entrepreneur individuel, ce qui leur permet d'avoir droit à la retraite et aux indemnités maladie, s'il n'y a pas d'interruption dans les cotisations. Mais selon l'Institut des statistiques brésilien, seulement 23% des coursiers payent la sécurité sociale en tant que micro-entrepreneur individuel. Comme cette association, de nombreuses autres ont été créées plutôt pour améliorer la situation des travailleurs au marché que pour défendre leurs droits, presque comme s'il s'agissait d'une coopérative des consommateurs visant à obtenir des avantages individuels au lieu de garantir des droits collectifs, par exemple remise sur l'achat des motos, sur le prix des licences, des assurances des motos, assurances de vie et des marchandises transportées. L'association privilégie le développement personnel et le développement professionnel des livreurs. Par exemple, elle établit un partenariat avec le service brésilien de soutien aux micro et petites entreprises pour que les livreurs puissent apprendre à être autonomes. Malgré ces différences, il y a aussi des similitudes entre les Sindimoto et la Maber. Je vais passer pour là pour ne pas gaspiller tout mon temps. Je vais parler juste sur l'organisation, la plus grande mobilisation de cette période qui a été le break des applis, qui a présenté des revendications clairement syndicales, telles que l'augmentation de la valeur des tarifs, la fin des déconnexions arbitraires par les applis, les meilleures conditions de travail, telles que les équipements de protection individuelle, des congés payés pour les personnes infectées par la COVID était une manifestation, une mobilisation pendant la COVID. Allocation alimentaire, assurance vie, tout ça. Mais c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas utilisé le nom de grève. Peut-être c'est un répertoire d'action collective associé aux travailleurs salariés. Hein. Il faut essayer d'exploiter un peu cette question. Les syndicats s'est impliqué dans l'organisation des manifestations, mais ne parvient pas à diriger les mouvements parce que les travailleurs, comme je le dis, gèrent les syndicats. Et malgré l'importance de la mobilisation et la visibilité que les livreurs ont obtenue à ces périodes-là, à ces moments-là, il n'a pas abouti à l'obtention des droits ou des améliorations économiques, mais il a permis d'avoir quelques avancées organisationnelles. Je vais parler à la fin sur ça. Et juste pour dire un mot sur les livreurs antifascistes, il émerge dans ces moments des manifestations. C'est un mouvement très médiatisé. Il est politiquement plus radical, mais peu représentatif. Il y a plus d'audience parmi les classes moyennes de gauche et les étudiants universitaires que parmi les livreurs eux-mêmes. Au départ, son leader envisageait un mouvement d'occupation des entreprises pour qu'elles soient prises en charge par les travailleurs, mais il pense que la masse de livreurs n'est pas de gauche et n'est pas intéressée par l'autogestion. Ainsi, la création des coopératives pourrait être une solution pour se rapprocher de la base, pour dialoguer avec les besoins économiques des travailleurs et en même temps pour permettre de construire des relations de travail plus collaboratives et d'éliminer les pouvoirs des plateformes sur les processus de travail. Et pour ces leaders, cependant, il ne s'agit pas de penser au coopérativisme pour concurrencer le marché, mais pour combattre le marché, pour être un outil de lutte contre l'oppression et non un simple outil pour collecter des demandes de livraison. Donc, il défend le coopérativisme comme un moyen de lutte contre l'oppression et contre les monopoles des plateformes sur les marchés. C'est un mouvement qui critique les modèles de syndicalisme en vigueur au Brésil,
et soutient une espèce de combinaison entre coopérativisme et syndicalisme. Et bon, pour finir dans mon temps, je vais juste dire que les frontières entre la forme syndicale et la forme associative sont floues et les raisons d'adopter une ou l'autre sont diverses. Il est possible d'utiliser le nom syndicat pour s'identifier à une organisation de classe liée à l'histoire des luttes ouvrières ou pour se légaliser face aux réglementations établies par l'État. Les raisons de rejeter la forme syndicale peuvent résulter d'un obstacle juridique provenant de la structure syndicale d'État, c'est le cas du Brésil, puisque c'est une structure qui facilite la prolifération des syndicats de travailleurs formels, mais qui entrave ou rend difficile la création des syndicats de travailleurs précaires. Mais le rejet peut aussi être le résultat d'une critique idéologique à gauche ou à droite, né? Le rejet de la bureaucratisation des organisations existantes ou de l'éloignement des dirigeants par rapport à la base, ou dans le cas d'un rejet à droite, à cause du caractère exclusivement de classe ou une conception distante des droits, né? Dans le cas de la régulation du travail sur plateforme, si la régulation doit être en tant que salarié ou en tant qu'indépendant. Dans les trois cas qu'on est en train d'analyser, il y a des changements en fonction de l'évolution de la situation. Par exemple, la création de cette Association nationale des livreurs d'applications, l'ANEA, qui a été créée en décembre 2022 pour participer des débats avec le nouveau gouvernement, hein, autour de la réglementation du travail. Elle a compté avec la participation des dirigeants de ces trois organisations. Donc, même, malgré les différences parmi elles, ils sont organisés ensemble, ils essayent de s'organiser ensemble et de participer de ces débats. Donc, de toute façon, on peut conclure en disant que les travailleurs précaires peuvent s'organiser et se mobiliser malgré les difficultés objectives et subjectives. Il n'y a pas de vide de leadership. Je vous remercie en m'excusant de mes fautes de français et d'avoir dépassé le temps. On peut. Merci beaucoup, Andrea, aussi pour la clarté de ton propos. Merci beaucoup. Sans tarder, je laisse la parole à Frédéric Frédéric Ray, pour qu'il puisse ouvrir la discussion. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et puis merci à Andrea pour sa présentation et son texte qui est vraiment très, très intéressant. Et je vais réagir voilà, en vous proposant un ensemble de réflexions qui me sont venues à la lecture du texte et puis en écoutant aussi la présentation d'Andrea. En essayant de me raccrocher aux choses que je connais. Et c'est toujours mieux quand on s'exprime de parler de ce qu'on sait. Donc, un peu de mes travaux, bien sûr, et peut-être un peu moins du Brésil, finalement, même si j'ai eu l'occasion quand même de m'intéresser à cette situation brésilienne dans le cadre de travaux que je vais rappeler, mais là, je suis très intimidé parce que voilà, il y a des spécialistes du monde brésilien qui sont réunis dans ce séminaire international. Donc voilà, je pense que je laisserai les collègues qui ont une bien meilleure expertise que moi sur l'univers du travail et des relations professionnelles brésiliennes s'exprimer sur ce cas précis. Mais ça fera l'objet d'ailleurs d'une de mes questions. Hein, alors moi, ce que je retiendrai plusieurs choses de la présentation d'Andrea. D'abord, évidemment, de façon assez spontanée, je fais le lien entre cette présentation et des travaux qu'on a réalisés il y a quelques années, notamment avec Christian Azaïs qui est avec nous cet après-midi ou ce matin pour le Brésil, sur les zones grises. Voilà, les zones grises du travail et de l'emploi, c'est un programme qui nous a beaucoup occupé pendant plusieurs années. Puisque donc il y avait Donna Kesselman aussi qui était copilote d'une grosse recherche qui a mobilisé une quarantaine de collègues
pour essayer de mieux comprendre finalement les transformations contemporaines du travail et de l'emploi du point de vue justement des marges ou de ces catégories émergentes qui étaient problématiques aussi du point de vue à la fois des institutions du salariat telles qu'elles avaient pu se construire historiquement, des acteurs traditionnels ou classiques du salariat comme peuvent l'être les organisations syndicales, mais aussi, et de façon peut-être plus intéressante pour nous en tant que chercheurs, les catégories, et les concepts, les cadres théoriques qui avaient pu être produits dans le cadre d'une société qui s'est radicalement transformée. Et donc la question était de savoir jusqu'à quel point finalement ces zones grises pouvaient nous aider à penser ou à repenser les concepts et les catégories scientifiques qui étaient utiles pour comprendre le salariat et le monde professionnel ou les mondes professionnels du XXe siècle dans des configurations qui étaient pour partie largement bousculées par l'apparition notamment de nouveaux statuts ou de nouvelles façons de travailler, et notamment avec l'ubérisation, les plateformes et les applis. Donc là, on voit en fait tout un monde mis au défi par l'émergence de ces nouvelles façons de travailler et qui aussi nous interpellent dans la mesure où, ça a été très bien dit, mais j'y reviendrai, elles sont plébiscitées pour une part des travailleurs. Donc là aussi, il y a quelque chose qui vient questionner finalement nos a priori et notre rapport au monde du travail et à la précarité qui n'est pas homogène et qui peut aussi tout à fait correspondre à des attentes de la part d'une partie des travailleurs pour lesquels ces nouvelles façons de travailler sont des solutions rationnelles et pertinentes. Donc nous, ça nous interpelle beaucoup, surtout quand on est fonctionnaire dans un pays du Nord. Donc, il y a cette idée quand même, voilà, qu'on a l'émergence de nouvelles catégories de travailleurs. Les livreurs à vélo les incarnent, mais d'une certaine manière, les VTC, les Uber de transport de personnes, les plateformes de type Airbnb qui transforment tout un chacun en hébergeurs potentiels, etc. Donc on voit qu'il y a une démultiplication de solutions ou de produits, de services qui sont proposés par les applis et qui permettent de la micro-tâche jusqu'à la location temporaire de son logement, de faire de chaque travailleur, de chaque personne un producteur de services. Donc derrière, il y a une idéologie libérale qui est très forte et qui est très convaincante, selon laquelle aucune institution ou aucun, aucune institution n'est tout à fait légitime à poser des frontières ou des interdictions dans la liberté du travail. Donc on retrouve, moi c'est ça que je trouve assez passionnant avec l'étude de ces nouvelles formes de travail et d'emploi, c'est-à-dire des questions qui sont très anciennes par rapport à l'histoire du monde du travail et qui opposent finalement la liberté de travailler et la liberté de s'organiser. En tout cas, on a quand même historiquement largement dépassé cette opposition pendant longtemps, et notamment avec des institutions du salariat qui se sont structurées, le Code du travail, bien sûr, les organisations syndicales, etc. Mais on voit comment cette promesse libérale de la liberté de travailler réapparaît aujourd'hui sous une forme renouvelée avec ces applis. Et c'est pas très étonnant finalement quand on regarde ce qui se passe depuis. Alors, je sais pas jusqu'à quelle époque on peut remonter, mais en tout cas au moins depuis le tournant néolibéral des années 80, la multiplication des stratégies de contournement finalement des institutions du salariat, que ce soit justement la réglementation du travail, la législation du travail ou les organisations syndicales. Euh, Ces stratégies de contournement, elles ont été ininterrompues et finalement, elles trouvent avec les applis peut-être une forme presque épurée de sortie finalement de cet univers du salariat avec
avec une promesse justement libérale, modernisée, digitalisée et accessible à tout un chacun de manière très souple et très facile. Euh, Ça répond d'une certaine manière aussi à un autre aspect des choses qui peut-être est assez différent entre la société, je vais dire française, et puis la société brésilienne, autour des questions de dualité du marché ou des marchés du travail. Dans les années 70-80, il y a toute une littérature qui commence justement à accompagner les crises du marché du travail et de l'emploi dans le Nord pour opposer les insiders du marché du travail bien protégés par les institutions du salariat dans des emplois stables avec des garanties sociales et tout un ensemble de protections, avec des outsiders qui, eux, pour le coup, eh ben, sont relégués à la périphérie du monde du marché stable du travail. Et du coup, ben, voilà, on a finalement des applis qui viennent aujourd'hui en quelque sorte apporter des solutions à cette dualisation pour des personnes qui seraient empêchées en quelque sorte d'accéder à des positions d'emploi dans le secteur protégé, quoi. Enfin, bon, excusez-moi, je suis un fil, ça part peut-être dans différentes directions, mais il y a toujours derrière mon propos cette idée que euh, cette transformation à laquelle on assiste aujourd'hui et l'émergence de ces livreurs à vélo s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus long et un peu dialectique finalement entre autonomie, liberté et contrôle et régulation de l'autre. Euh, Moi, avec Olivier Giraud, donc un collègue du laboratoire LISE auquel j'appartiens par ailleurs, on a travaillé dans le cadre de cette recherche sur les zones grises, sur les traducteurs, les métiers de la traduction. Voilà, on se posait la question de savoir quel univers professionnel pouvait être intéressant pour euh, documenter finalement les transformations du travail du point de vue des zones grises. Alors, on avait réfléchi à plusieurs solutions, plusieurs options. On pensait s'intéresser au métier du bâtiment parce qu'il y avait eu toute une mobilisation en France autour des auto-entrepreneurs avec des personnes qui s'auto-déclaraient entrepreneurs du bâtiment et qui, pour quelques euros, ben, pouvaient, grâce à une appli, venir faire du bâtiment chez vous, monter un mur, peindre un plafond, etc. L'idée étant pour le législateur français de sortir justement toute une population de l'informalité du travail au noir, hein, c'est-à-dire de proposer une solution intermédiaire entre le régime de l'entreprise classique et puis le travail au noir ou le travail informel. Et donc, on avait pensé à ça et finalement, on a laissé tomber pour s'intéresser aux traducteurs. Et les traducteurs, ils ont beaucoup de points communs avec les livreurs à vélo parce que, comme les livreurs, en tout cas dans l'histoire que nous rapporte Andrea, les traducteurs, ils étaient salariés des entreprises pendant des décennies, en fait. Ils étaient internalisés. Et ils ont fini progressivement par être externalisés et les métiers de la traduction finalement sont devenus des métiers d'indépendants qui interviennent alors soit dans le cadre d'entreprises sous-traitantes qui regroupent des pools de traducteurs, mais finalement ce sont des conditions de travail qui sont tellement euh, problématiques que ça peut d'une certaine manière permettre à des jeunes de se faire l'expérience, mais la finalité, ça va être de se mettre à son compte et de devenir du coup traducteur indépendant. Et donc on retrouve ce mouvement finalement d'externalisation des services que ont connu les livreurs dans la société brésilienne et que nous on avait observé du point de vue des traducteurs. Alors, la comparaison, elle s'arrête un peu là parce que nos traducteurs, ben voilà, ce sont plutôt des métiers de service hautement qualifiés.
avec du coup des populations qui ont un capital culturel et des compétences qu'elles peuvent mettre au service justement d'entreprises. Sinon, maintenant avec les traducteurs automatiques, on peut tout à fait se passer de professionnels humains de la traduction. Donc pour résister dans ce monde concurrentiel de la traduction, il faut avoir des compétences très spécifiques et très pointues à vendre. Et donc là, on a un univers où on a des indépendants qui vont se structurer en association professionnelle, du coup pas en syndicat, en association professionnelle d'indépendants pour définir des règles communes de la profession, c'est-à-dire fixer des tarifs en dessous desquels on n'accepte pas des prestations, fixer des règles de déontologie de la profession. Donc, c'est là où la comparaison s'arrête un peu avec nos livreurs brésiliens. Même si on le voit, et c'est tout à fait intéressant, les livreurs brésiliens restent pas passifs et, par rapport au sort qui leur est fait. Et ce que nous montre Andrea, c'est que il y a plusieurs solutions qui s'adressent à eux. Alors, ce qui est intéressant dans la présentation, c'est justement cette variété des formes de mobilisation. Donc, on voit qu'il y a une forme de concurrence en quelque sorte entre ces différentes formes qui renvoie aussi, moi, la façon dont j'ai compris les choses, qui renvoie à des attentes différentes de la part des livreurs. Donc, ça, c'est peut-être une question que je me suis posée en lisant le texte et en t'écoutant, Andrea, c'est de mieux comprendre finalement ce qui va orienter des livreurs dans une direction plutôt qu'une autre, ou en tout cas vers une structure plutôt qu'une autre. Parce que si on résume, on a trois types de structures. Une structure plutôt classique, qui est le Sindimoto, qui représente le syndicat dans sa forme un peu traditionnelle, qui est associé à l'UGT, qui a comme référence le Code du travail, avec des revendications plutôt aussi, encore une fois, classiques du monde syndical, tel qu'on le connaît aujourd'hui aussi en France. Et de l'autre côté, il y a cette association qui a une approche plutôt libérale, l'AMABR, qui, pour le coup, pose un peu question. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport aux surprises, de voir que il y a une population pour laquelle, finalement, cet univers libéral de l'application et des plateformes est une solution rationnelle. Ils refusent le code du travail, ils le trouvent trop rigide. C'est peut-être aussi des contraintes à leur liberté de travailler. Moi, je me souviens dans les cours que je donne en relations professionnelles, j'aborde beaucoup ces questions, hein, parce que ça me préoccupe beaucoup. Et notamment, je me souviens en France, quand il y avait des réflexions sur la possibilité ou non de travailler le dimanche, il y avait des manifestants qui se mobilisaient avec des banderoles qui disaient laissez-nous travailler le dimanche. Laissez-nous travailler le dimanche. En gros, qui a la légitimité? Pourquoi le législateur, avec toutes les bonnes intentions du monde, il peut m'empêcher, moi, d'aller faire de l'argent? Il connaît pas ma situation, j'ai besoin d'argent, je veux travailler le dimanche, c'est mieux payer le dimanche. Et donc, pourquoi un syndicat? Pourquoi un syndicat, voilà, plutôt du secteur formel, un législateur plutôt protégé, va m'empêcher, moi, qui ai des dettes à payer, je dois changer, voilà, j'ai des enfants à scolariser, etc. Et donc, j'ai cette possibilité et je refuse qu'on m'empêche de travailler autant que je veux et quand je veux. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant comme débat. C'est-à-dire comme jusqu'à quel point finalement la législation est justifiée ou légitime, et c'est un combat aussi vieux que le capitalisme. Donc j'ai vu, hein, je vois le temps, ne vous inquiétez pas, je vois les 4 minutes, j'arrive un peu au bout de ma réflexion, il n'y a pas de problème. Voilà, donc première question, finalement, qui va où? Quels sont les profils de livreurs qui sont plutôt intéressés par le Sindimoto et qui sont les livreurs qui sont plutôt intéressés par l'AMABR et qui sont les livreurs qui sont plutôt intéressés par le modèle plus, on va dire, politique des livreurs antifascistes, anti-marché,
anti-oppression, etc. Donc je pense que là, on a des populations qui sont pas les mêmes, qui viennent pas chercher les mêmes choses. Mais je me dis, dans l'article, on n'a pas vraiment cette précision et je pense que ça pourrait justement bien éclairer le, la compréhension de ces formes concurrentes. Autre question, ben, finalement, moi je vois deux choses, c'est-à-dire ces différentes structures, le Sindimoto, Amaber et les antifascistes, cohabitent et répondent chacun à une demande. Voilà, c'est la concurrence sur le marché de la représentation, nous diraient les politistes. Hein. Donc il y a une population à représenter, des structures qui se font concurrence pour les représenter. Elles proposent pas la même offre, et donc elles vont pas attirer les mêmes populations. Mais finalement, on ne sait pas trop qui gagne. Alors, est-ce qu'il y en a un qui gagne plutôt qu'un autre? Finalement, qui est dans la dynamique positive? Est-ce qu'il y en a qui sont en difficulté dans cette compétition, dans cette concurrence pour la représentation? Sindimoto, est-ce qu'ils sont ringardisés, qui perdent des adhérents, qui vont vers Amaber, qui eux aussi, voilà. Il y a un peu la dynamique de concurrence qui, euh, que moi j'aimerais bien aborder aussi, si tu peux, Andrea, nous en dire un peu plus. Alors, ils remplissent pas tous le même rôle, c'est-à-dire que Sindimoto, il est quand même, d'après ce que j'ai compris, bien connecté à l'univers institutionnel davantage que Amaber. Donc, ils ont des espaces, des marges de manœuvre, j'ai l'impression un peu différentes, qui peut leur donner un avantage dans cette concurrence de la représentation. Je termine simplement pour vous dire que on a été ce matin avec Kenshin qui est en ligne avec nous là justement à la CFDT donc en France pour présenter une étude qu'on vient de terminer qui s'intéresse aux pratiques de développement syndical à la CFDT. Donc on a un gros enjeu en France parce que les taux de syndicalisation ont diminué au Brésil, ils arrivent à peu ou prou au niveau français, ils étaient le double il y a quelques années. En France, on est chroniquement dans un univers où la norme, c'est de ne pas être syndiqué. On a moins de 10%, enfin 10-11% de taux de syndicalisation. Ça a baissé. Hein, le ministère du Travail a montré que de 2013 à 2019, il y avait eu un recul de la syndicalisation en France. Donc c'est inquiétant parce qu'on n'a pas beaucoup de syndiqués, mais en plus la dynamique est plutôt négative. Et donc ben, la CFDT a commandé à notre équipe avec Kenshin, Mariam Tiganimin et moi une étude sur les bonnes pratiques de développement. Et donc on s'est régalé parce qu'il y avait plein de choses à traiter autour de ce sujet-là. C'est énorme comme sujet. Mais parmi les objets qu'on a traités, les populations qu'on a traitées, ben Kenshin, qui est en ligne avec nous, s'est intéressé aux livreurs à vélo en France, et notamment à leur capacité de mobilisation. Et donc Kenshin, ben, je ne sais pas si tu auras l'occasion de nous en parler, ou enfin, bon, je ne vais pas parler à ta place, mais voilà, Kenshin avait identifié plusieurs ressources en fait dans les capacités de mobilisation des livreurs, des ressources matérielles. Donc, bah, se mobiliser, ça coûte de l'argent, ça coûte cher, des ressources, faut imprimer des tracts, etc. Camille, bah, peut-être nous en dira plus de son expérience. Ça demande des ressources militantes aussi, voilà, puisqu'il y a l'apprentissage de l'action collective qui repose aussi sur une socialisation militante. Et puis des ressources relationnelles. Et là, pour le coup aussi, ben, finalement, la capacité à rentrer en contact, à être reconnu par des acteurs institutionnels, c'est une ressource relationnelle extrêmement précieuse. Et donc, on peut tout à fait se mobiliser collectivement, mais rester finalement aux marges du système de relations professionnelles. Et c'est là où peut-être les anciens syndicats ou les syndicats traditionnels ont encore une carte à jouer. Mais du coup, voilà, des réflexions un peu en vrac que je vous livre. Dernière question, peut-être sur la spécificité brésilienne. Finalement, je me suis demandé en lisant ton texte, Andrea, et puis en connaissant justement le chapitre de Kenshin sur les livreurs français, j'ai trouvé beaucoup de similitudes. Donc finalement, est-ce que et peut-être qu'on aura le cas belge justement juste après, ces similitudes, est-ce qu'elles sont le reflet finalement d'une globalisation de la précarité sous la forme des applis? Euh, Est-ce qu'il y a une spécificité du monde brésilien?
les traducteurs ont considéré qu'ils perdaient en protection en passant du salariat à l'indépendance. On se disait c'est une dégradation, une précarisation de leurs conditions. La collègue brésilienne avec laquelle on travaillait nous disait nous, c'est plutôt une sortie de l'informel. Donc, ce régime de la micro-entreprise, c'était quelque part une amélioration par rapport à l'informel. Donc, je me dis finalement, voilà, il y a peut-être aussi une question à se poser autour de ce qui est commun ou de ce qui est différent justement entre le Nord et le Sud, ou les Nord et les Sud, autour de de ces populations de livreurs à vélo. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ça contribuera un peu à la réflexion. Et puis, je crois que je suis arrivé au bout du temps qui m'était attribué. Merci. Merci Frédéric. Bon, sans tarder, je passe la parole à Camille. Juste pour la salle, il y aura ensuite un moment de réponse de la part d'Andrea et on ouvrira ensuite les questions à la salle. Merci. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation à l'IRES. Je vous présenterai mon expérience et mes réflexions à la lecture de l'article. Je me situe plutôt du côté de la pratique militante, comme introduit tout à l'heure. Je suis un ancien ouvrier dans la sidérurgie dans le sud de la France qui a travaillé dans la zone de Toulouse en contrat intérim pendant presque 10 ans et j'ai switché il y a environ 6 ans pour venir ici vivre à Bruxelles et travailler en tant que livreur pour la plateforme de livraison Uber Eats. Très vite, j'ai rejoint un collectif informel qui se ressemble un petit peu à Lamabar, qui s'appelle le collectif des coursiers et des coursières qui c'est essentiellement établi à Bruxelles, même si on crée des liens avec la ville de Gand. Petit à petit, j'ai pris des responsabilités au sein de ce collectif en termes de représentation, d'organisation et de lobbying auprès, que ce soit des politiques ou des médias, est venue quand même au bout d'un certain temps, l'idée de créer un lieu pour accueillir, défendre et organiser les livreurs. On a donc pris l'initiative en front commun avec le collectif des coursiers et les organisations syndicales. On y reviendra un peu plus tard, de créer ce lieu qui s'appelle tout simplement la Maison des livreurs, qui vise à organiser des permanences en intérieur pour pouvoir faire vivre justement cette communauté de livreurs et qui fait également des permanences à l'extérieur pour faire du soutien juridique, administratif, fiscal, syndical, etc. À côté de ça, au vu de l'implication grandissante au sein de la Maison des livreurs et des combats syndicaux, je travaille depuis bientôt maintenant 1 an pour le mouvement ouvrier chrétien. Ça va être compliqué pour nos collègues internationaux de définir cette organisation, mais disons que la social-démocratie belge s'est structurée autour de piliers, 3 piliers fondamentaux, un socialiste, un libéral et un autre chrétien, à l'intérieur desquels il y a des organisations féministes, de jeunes, des équipes populaires qui défendent plutôt les questions de logement, des mutuelles et des syndicats. Et ce qui est en quelque sorte le chapeau ou le sac plastique contenant toutes ces organisations collectives, c'est le mouvement ouvrier chrétien qui travaille ici à Bruxelles sur les marges. Qu'est-ce qu'on dit les marges? C'est en quelque sorte ce que tu disais tout à l'heure, Frédéric, la zone grise, le précariat. On travaille évidemment avec les livreurs, mais aussi avec un comité de travailleurs sans emploi, un comité de travailleuses domestiques avec et sans papier, un comité de travailleurs migrants, de telle manière à ramener les marges au centre et faire un dialogue entre les insiders et les outsiders pour justement créer des dynamiques de soutien mutuel entre ces différentes populations. À côté de ça, en guise d'introduction, bon, mais disons-le, franchement, je ne ressemble pas à la majorité des livreurs, mais je pense que ça va être dit lors de la suite des discussions. Je suis blanc, je suis plutôt formé intellectuellement et politiquement
comparativement à 99,9% des livreurs qui sont racisés et qui justement ont une certaine distance vis-à-vis du syndicat, ça représente aussi une difficulté et un enjeu pour les structures syndicales. On y reviendra par la suite. Et donc, j'enchaîne sur la situation en Belgique avec beaucoup de parallèles avec l'article. Je voudrais introduire le régime de l'économie collaborative en Belgique, qui, à certains égards, peut être ressemblant avec la situation des livreurs au Brésil. La loi de Croo, qui date maintenant de bientôt 6 ans, permet aux travailleurs de plateforme de travailler avec une taxation réduite à hauteur de 10,7%. Ce qu'on dit basiquement, c'est que c'est du black déclaré. Initialement, ça a été lancé pour lancer une activité professionnelle et voir si l'activité est pérenne et du coup se lancer dans une activité indépendante. Ce qu'on voit, c'est que ça permet en quelque sorte de constituer au moins un filet de sécurité sociale pour les personnes à la marge. Ces personnes à la marge sont définies comme étant des personnes sans papier, migrantes, aux minima sociaux, ou alors au chômage, ou alors étudiants, ou alors des travailleurs précaires cumulant les mi-temps ou les contrats courts et qui utilisent justement ces plateformes pour pouvoir compléter leurs revenus ou avoir des revenus les mois où ils ont une disparition de rentrée de l'argent. Fondamentalement, ce principe permet de travailler pour à hauteur de 7170 € bruts par an. On comprend bien que avec 7170 € à Bruxelles, on ne peut pas vivre. C'est mis donc en place un système informel de location de compte dont en France, vous connaissez évidemment la situation et peut-être qu'au Brésil, il y a la même situation, j'aimerais bien savoir. Et donc, ça cumule en quelque sorte les difficultés. Peut-être tu peux dire en quoi ça consiste pour les collègues brésiliennes, le fait de louer le compte. Merci. Bien sûr. En gros, on va louer l'identité d'une personne pour obtenir un nouveau compte et à travers un alias, c'est-à-dire une nouvelle identité, on pourra créer un nouveau compte et de nouveau pouvoir travailler jusqu'à 7170 € et éviter une requalification en tant qu'indépendant parce que c'est ce qui se passe lorsqu'il y a le dépassement du plafond du régime de l'économie collaborative. Concernant cet régime de l'économie collaborative, dit rapidement P2P, le procès en appel contre Deliveroo a statué que la plateforme ne pouvait pas utiliser ce type de régime et ne pouvait pas utiliser le statut d'indépendant. Mais je fais le parallèle avec la situation au Brésil. Vous précisiez, Andrea, que la longueur des procédures est une limitation de l'investissement des livreurs au sein de la contestation de leur statut. Qu'en est-il au Brésil? Combien de temps cela dure et quelles sont les difficultés justement à créer ces procédures de requalification? Nous, en Belgique, la procédure a duré presque 6 ans, si je compte l'enquête sociale de l'auditorat du travail, première instance en tribunal du travail et ensuite en cour du travail, et maintenant on en est au stade de la cassation, avec le gouvernement qui défend marginalement le fait qu'il ne faut pas changer les choses tant que la cassation s'est prononcée, alors que en droit belge, peut-être qu'en droit français ou brésilien, c'est différent, la décision en cour d'appel et se prolonger en cassation n'est pas suspensif. Et donc, on attend de la part du gouvernement qui prenne ses responsabilités, mais nous sommes en fin de mandature, donc ça va être compliqué, mais on va continuer à mettre la pression, évidemment. Sur la question des revendications des statuts liés justement avec ce grand procès de Deliveroo qui a été quand même marquant en 2023,
ça vit relativement à la marge au sein des livreurs. Je m'explique, c'est vraiment, je pense que c'est assez comparable avec les livreurs au Brésil, c'est que la question du statut ne se pose que lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a le dépassement du plafond de l'économie collaborative, la personne est requalifiée en tant qu'indépendant et doit donc payer des cotisations sociales sur 2 ans. Alors que le livreur, en moyenne, ne gagne que 5 euros de l'heure et il reçoit environ 10 000 euros de cotisation sociale. D'un seul coup, son monde s'effondre et ils viennent vers nous à posteriori pour pouvoir voir comment on peut contester justement cette reclassification là où on intervient justement. Ou d'autres exemples en cas d'accident du travail ou plus gravement en cas de décès. Et là, on a eu un cas en Belgique. Je vais éviter ce sujet qui mériterait à lui-même de prendre 1 heure. Ici, en Belgique, la question du mouvement coopératif présenté comme la solution par le collectif antifasciste de livreurs a vécu à partir du moment où la population des livreurs a été constituée principalement d'étudiants blancs éduqués et avec un haut niveau culturel. Mais cette question-là a évidemment reculé avec le changement de population et on s'en est rendu compte évidemment à travers la crise du Covid où là, la majorité, peut-être pas la majorité, mais en tout cas une écrasante majorité de livraisons est effectuée par les personnes migrantes et certaines sans papier. Et donc, il apparaît quand même relativement difficile d'instituer un mouvement coopératif, même si il existe quelques coopératives ici en Belgique sur uniquement la livraison de colis. Les coopératifs et leurs associations ont énormément de mal à créer un secteur de livraison coopératif de la nourriture. Et je voudrais savoir si, à cet égard, il y a des coopératives au Brésil de livraison de nourriture, ou alors est-ce que, comme en Belgique, la concurrence féroce que livrent Uber Eats et Deliveroo, ici en Belgique, mais peut-être que c'est d'autres plateformes au Brésil, est-ce que la concurrence est telle que la création d'une coopérative de niche qui rémunère correctement les livreurs est possible au Brésil? Ensuite, je voudrais parler des limites de l'organisation collective qui a été abordée dans votre papier, Andrea. Très justement, on le constate ici sur le terrain, mais au-delà des limites présentées, on observe qu'à peu près 80% des livreurs ne durent pas plus de 4 mois sur l'application, ce qui veut dire que à chaque fois, en tant que maison des livreurs et constitution dans le collectif, on construit un espèce de château de sable qu'il faut reconstruire tous les 4 mois avec un turnover très important et aussi les idéologies particulières d'esprit d'entreprise que je qualifierais plutôt d'individualisme qui est présent dans le chef des livreurs, mais qu'on essaye de déconstruire ou du moins d'altérer avec le principe d'éducation permanente qu'on pratique au sein du mouvement ouvrier chrétien. Par l'échange et les assemblées générales, on essaye de voir les avantages et surtout qu'est-ce qui permet de comprendre les éléments qui permettent de comprendre pourquoi les livreurs veulent être indépendants. Souvent, il y a dans leur chef simplement des choses fausses comme le principe de flexibilité, à savoir qu'ils ne pourraient que travailler 8 heures ou que ça ne serait qu'un plein temps. Ces éléments-là sont assez facilement discutables avec eux, mais il y a quand même des expériences sur le marché du travail où la majorité sont des primo-arrivants, c'est-à-dire qu'ils ont subi, comme dans la majorité des cas, c'est des personnes racisées, un racisme systémique ou du moins une sélection à l'entrée assez importante
comparativement au diplôme qu'ils ont, ils se trouvent un petit peu défavorisés. Et c'est pour ça qu'ils se placent un petit peu en faveur du système de libéralisation. Mais je voudrais nuancer tout de suite mon propos, c'est que bah, Frédéric le disait tout à l'heure, c'est que il y a un plébiscite de la part des travailleurs. Je crois pas que je pourrais aller jusque-là. Disons qu'il y a certains livreurs qui présentent les avantages du système de l'ubérisation comme une capacité à se faire valoriser socialement en tant que travailleur et non pas en tant que chômeur. Et donc, il y a oui des différences aussi avec dans le temps entre les livreurs qui à, à l'époque de 2016 étaient majoritairement des étudiants blancs ou artistes. Donc maintenant, il y a cette différence culturelle et de langue. Et nous, ce qu'on fait, c'est on travaille en lien étroit avec les collectifs des personnes sans papier pour pouvoir essayer de créer des liens. Parce que ces livreurs s'organisent sous la forme de communautés à travers les chaînes WhatsApp. Et donc, il nous faut avoir une porte d'entrée dans ces communautés, ce qu'on appelle les gatekeepers, les personnes qui sont représentatives justement de leur communauté et qui sont capables d'entraîner la dynamique. Bon, ça c'est la théorie, mais après, en pratique, on voit qu'il y a aussi une certaine défiance à l'égard des syndicats. Il y a tout un historique, mais la CSC avec laquelle je travaille a créé un comité de travailleurs migrants sans papier sur lesquels on intervient et où ils se retrouvent sur des revendications évidemment de travailleurs, c'est-à-dire l'accès légal au marché du travail, la protection lors d'une plainte contre l'employeur et du coup fait apparaître la revendication de la régularisation comme un peu en arrière, alors qu'on essaye de la faire vivre de manière dialectique. Je vous fais pas le paysage institutionnel belge, mais pour ceux qui la connaissent, c'est une lasagne un petit peu complexe, mais au niveau régional, on a les questions d'emploi où le syndicat intervient, et au niveau fédéral, donc national, il y a la question de la régularisation, et on essaye d'alimenter ça. Mais dans le chef des collectifs, c'est un petit peu plus, un petit peu moins nuancé, disons-le comme ça. En plus de cette difficulté-là, on rencontre des difficultés aussi pour la défense des travailleurs et les moyens légaux pour leur défense. Je le disais tout à l'heure, la précédente procédure juridique a pris des années pour requalifier des livreurs qui maintenant, évidemment, ne sont plus livreurs, 6 ans après la procédure. Et donc, on rencontre certaines difficultés à montrer l'utilité de l'organisation collective. Parce que dès lors que nous organisons des mouvements de grève ou qu'on en parle, du moins auprès des livreurs, immédiatement vient, mais ça ne sert à rien, étant donné qu'il y aura d'autres livreurs qui vont en profiter. Dès lors, notre organisation se fait plus sur le cadre des mobilisations, soit en lien avec d'autres acteurs de l'ubérisation, notamment les chauffeurs de plateforme, mais aussi avec les mouvements politiques, notamment la Journée internationale de lutte contre le racisme, où on était présent. De telle manière à faire vivre la question des livreurs et d'avoir une certaine représentation et de pouvoir défendre la question des livreurs, notamment la question du statut, mais pas que, aussi la question de la rémunération. Je le disais en introduction, on a créé cette maison des livreurs pour justement injecter de la solidarité. On a créé cette maison des livreurs aussi en lien avec les collectifs de personnes sans papier, mais aussi les occupations. C'est dans un squat qu'on a organisé ça. Dès lors, on se retrouve vraiment au croisement des thématiques qui font vivre les travailleurs de plateforme ici en Belgique, à savoir la lutte pour la régularisation, la lutte contre le racisme, la lutte pour un logement digne,
et la lutte pour un travail digne. À ce titre-là, j'aimerais savoir comment s'articule le mouvement des livreurs brésiliens sur les autres thématiques. Est-ce qu'ils arrivent à se renforcer mutuellement ou alors est-ce que les collectifs ou les syndicats s'enferment dans des revendications purement axées sur le métier de livreur? Euh, Après, votre papier m'a beaucoup inspiré sur la question de les rapports entre collectifs et syndicats. Je vis une situation personnelle un petit peu particulière parce que d'abord, j'étais investi dans un collectif qui rassemble des livreurs, mais pas que, aussi des syndicalistes, aussi des médias, aussi des chercheurs, de telle manière à échanger des informations et donner un porte-voix aux travailleurs précaires, de telle manière à ce qu'ils aient un outil à disposition pour pouvoir parler aux médias directement à travers des communiqués de presse, à travers des témoignages. Et ensuite, moi, j'ai quitté, ou du moins, je me suis distancié de ce collectif pour ensuite travailler au mouvement ouvrier chrétien. Dès lors, je le vois réellement comme quelque chose qui s'alimente entre le syndicat et le collectif, de telle manière à ce qu'il y ait une participation active et peut-être aussi une radicalisation des positions du syndicat poussée par le collectif. Et à ce titre-là, j'aimerais savoir si politiquement le collectif antifasciste a réussi à faire bouger Sindimoto au-delà des questions de revendications sectorielles sur les questions d'antiracisme, d'antifascisme, ou alors est-ce que l'antifascisme, comme vous le disiez dans votre papier, n'était qu'un terme et que finalement cette question-là ne vit pas trop au sein des collectifs. Je ne sais pas au niveau de mon timing où est-ce que j'en suis. Je... Si tu veux, tu as 1 minute pour terminer. Eh bien, je tenais à vous remercier pour votre attention et encore merci pour l'invitation. J'en ai fini. Merci à toi pour cet échange qui va vraiment alimenter le débat, pas que aujourd'hui, mais je pense dans le futur. C'était très intéressant d'avoir cet échange vraiment international, Brésil, France, Belgique. Andrea, je te redonne la parole pour quelques minutes de réponse. Tu peux choisir, bien évidemment, à quoi tu veux répondre et après, on laissera la parole à la salle. D'accord, merci. Merci beaucoup, Frédéric et Camille, pour les questions que vous avez posées. Ce sont très instigants, très intéressants. Évidemment, je n'ai pas des moyens de tout répondre et je vais réagir juste à quelques points. Je vais peut-être commencer par la fin, par ce que Camille vient de demander sur les associations avec d'autres mouvements et quel est l'impact politique des mouvements des livreurs. Les collectifs antifascistes, et il est plus organisé avec d'autres mouvements. Donc, il s'approche d'autres mouvements tels que les mouvements antiracistes et les mouvements de sans-logis. Et il fait des actions collectives ensemble. Ils font d'actions collectives ensemble, les trois mouvements. Mais à cause de la figure de leader et de la position qu'il joue dans les mouvements. Mais c'est, comme je dis, très, très minoritaire et les autres organisations s'articulent très peu avec les autres mouvements. C'est très varié par rapport à la région du pays. Et la plus grande initiative, la plus importante initiative qu'ils ont eue à ce moment-là, c'est la constitution de cette association nationale que j'ai évoquée tout à l'heure. Pour revenir à Frédéric, je trouve très intéressant l'idée Christian Zaïs est ici avec nous, des zones grises. C'est une idée qui nous permet de surmonter les dichotomies et tout ça. Je pense intéressant. Mais pour nous, au Brésil, la question de l'informalité est encore un défi conceptuel. On parle de nouvelles informalités.
euh, associé à un processus de précarisation du travail qui touche aussi les formels, parce que l'informalité est énorme et elle a toujours été énorme. Donc, quand on dit une nouvelle façon de travailler, bon, pour nous, c'est pas tout à fait une nouvelle façon de travailler, parce qu'on a la technologie, on a les moyens modernes, digitalisés de travailler, mais ce sont on reprend des formes du passé et des formes qui étaient très enracinées chez nous. Donc, les stratégies de contournement du salariat ont été très répandues depuis le départ de la société industrielle au Brésil. Et les droits n'ont été jamais universalisés. Donc, les droits associés au salariat n'ont été jamais universalisés au Brésil. Donc, je pense qu'il faut aussi, dans cet essai de distinguer le Nord et le Sud, d'avoir ça en tête. Pour la question qui t'a posée, Frédéric, qui va où, on ne sait pas exactement. On n'a pas fait la recherche avec, on devait enquêter, on devait faire un survey avec les libraires. On a ça en tête, mais on n'a pas fait. Et on connaît des enquêtes qui ont été faites par quelques chercheurs ou des enquêtes qui ont été faites par les entreprises elles-mêmes pour soutenir cette idée de travail autonome, indépendant et tout ça. Donc, il faut dire que les plateformes ont au Brésil une action très forte en direction les travailleurs et aussi en direction au cours des justices. Donc, en direction les travailleurs, ils essayent de investir beaucoup sur les réseaux sociaux pour faire la pub des avantages du travail soi-disant indépendant. Et ils font toujours une campagne contre le code du travail. Ils essayent de contacter les leaders. Quand ils s'aperçoivent de l'émergence de nouveaux leaders, ils essayent de contacter les leaders, de faire des réunions avec le leader pour faire passer cette idée, ce soutien au travail indépendant. Donc, il intervient sur les réseaux, sur les leaders, sur les recherches. Les recherches qu'il paraît, évidemment, montrent un taux d'adhésion au travail indépendant de 70%. Tandis que les recherches menées par le chercheur dans quelques villes, on n'a pas une recherche nationale, mais dans quelques villes, montrent une division moitié-moitié. Donc, on ne sait pas encore qui va où avec une grande précision, mais cette idée d'une concurrence sur le marché de la représentation est très intéressante. Et c'est ça qui gagne, c'est l'AMABER, l'association qui tu as présenté comme plutôt libérale. Elle est la plus grande association au Brésil et à São Paulo. Elle arrive à avoir plus d'adhésion. Et c'est très intéressant parce que l'association, en interviewant le leader de cette association, il m'a dit une chose qui m'a beaucoup frappée et m'inquiète encore. Elle dit, pourquoi vous, chercheurs, pensez qu'on doit lutter pour le code du travail? On veut être indépendant, on veut monter socialement. On veut devenir entrepreneur. Quel est le problème? Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous donne des matières à réfléchir. Une autre chose que je voulais préciser est que par rapport à la question, hein, différence, globalisation, différence nord-sud, c'est vrai, devenir micro-entrepreneur individuel, c'est une façon de sortir de l'informalité, mais aussi de sortir du travail précaire, du travail formel, du salariat précaire, avec un bas salaire, avec un employeur qui est très autoritaire ou qui contraint beaucoup. Donc, les mauvaises expériences du passé, hein,
font que les travailleurs soutiennent cette idée. La flexibilité pour réagir aussi avec ce que Camille a dit, la flexibilité des horaires, la possibilité de faire ces horaires ou faire la rémunération, même s'ils travaillent 16 heures, 18 heures par jour, mais c'est une chose qu'ils disent qui c'est intéressant parce qu'ils peuvent s'arrêter pour chercher les enfants à l'école et tout ça. Par rapport à la représentation, on a maintenant, parce que le gouvernement de Lula est en train de discuter la régulation, on a 3 positions en discussion, une qui soutient le travail indépendant, une autre qui soutient le code du travail et une troisième qui soutient quelque chose d'intermédiaire, ni le travail indépendant, ni le code du travail, un droit de deuxième catégorie, soi-disant quelque chose comme ça. Et pour participer à ces groupes de travail, on a eu une grande dispute parmi les organisations. Parce que le syndicat dit, bon, c'est nous, la loi brésilienne reconnaît les syndicats comme légitimes représentants des travailleurs. Donc, c'est nous qui devons participer. Et les associations disent, non, mais vous n'arrivez pas à représenter les coursiers, donc c'est à nous de participer de la table de négociation. Et il y a eu une très grande dispute et les centrales syndicales ont essayé de faire une médiation entre les associations et les syndicats pour assurer un peu la participation des associations au débat. Et bon, pour parler de 2 choses par rapport aux coopératives, Camille, on a quelques expériences de coopératives ici, mais elles sont très minoritaires et implantées dans quelques villes. On a des coopératives de coursiers à vélo ici à São Paulo, mais au sud aussi. Donc, c'est plutôt à São Paulo, à l'état de São Paulo, ou au sud du pays. On a une coopérative, une expérience de coopérative publique assurée par la mairie d'une ville. Et il y a des coursiers qui demandent que ces modèles de coopératives gérés par l'État soient répandus. Donc, c'est une proposition aussi qui existe. Par rapport à l'éducation et à la formation, comment on peut faire pour concurrencer cette idéologie individualiste que tu as qualifiée, l'idéologie de l'entrepreneuriat et cette idéologie libérale. Les syndicats et les associations font pas beaucoup de formation parce qu'ils réagissent au fur et à mesure des problèmes. Donc, ils essayent de garantir des conditions de travail et de vie, mais ils ne s'occupent pas trop de formation, ni les syndicats, ni les associations. Et c'est dommage, parce que comme ça, on voit pas de grands changements. Et par rapport à la question de la régulation, comment ça marche, la question de l'accès à la justice, tout ça. Au Brésil, on a une justice spécifique pour le travail, c'est la justice du travail, et qui est une justice très éparpillée, très fragmentée, pulvérisée. Donc, les appels à la justice provoquent des résultats différents. Un juge peut décider de reconnaître les rapports de travail. Et si l'entreprise fait recours, fait appel au niveau supérieur, elle peut gagner contre la première instance. Donc, ce qu'on voit est que dans la première instance, il y a une division. Chaque juge décide d'une façon. Et si on monte, les entreprises gagnent. Normalement, elles gagnent contre les décisions des premières instances. Et on a la Cour suprême au Brésil, le STF, le Superior Tribunal fédéral, qui essaye de faire un jugement avec un effet de répercussion générale pour encadrer tout le monde, et il veut encadrer toute la justice du travail et tous les tribunaux
dans une position pro-travail indépendant. Donc, on a ce débat, mais ce débat se fait maintenant dans la justice et au législatif. On a pas mal de projets de loi en tramitation et au exécutif fédéral aussi avec les gouvernements maintenant depuis un an en charge de faire cette discussion.